Alors donc, l'une des choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis que je fais de la philosophie, c'est la question de l'imagination dans les sciences. La raison pour laquelle je me suis intéressé à ça, c'est que lorsqu'on considère les sciences, le plus souvent on les oppose à l'imagination. On considère qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui travaille à partir de données et d'observations, de résultats, de chiffres souvent, et que donc l'imagination est assez absente de son travail, et que même elle doit être chassée de son travail, qu'elle doit être expulsée. Et bien souvent d'ailleurs on oppose la fiction, donc le domaine de l'imagination, et la science. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment comme ça? Et évidemment je m'appuyais en fait sur mon expérience de scientifique, sur le fait que j'avais moi-même travaillé comme scientifique pendant plusieurs années, et que j'avais l'intuition que c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Enfin, j'avais l'expérience que ça ne se passait pas comme ça, et l'intuition que ça devrait s'exprimer d'une manière formelle, dans une présentation de ce qu'est réellement la science. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans le cadre d'une thèse de philosophie d'abord, qui était consacrée à l'imagination dans les sciences, et puis ensuite dans un livre qui s'appelle L'art d'aimer la science. Dans L'art d'aimer la science, je traite de cette question de l'imagination dans le travail du scientifique. Qu'est-ce que le scientifique va chercher dans son imagination pour construire ses théories? Alors, sur l'imagination, il y a quand même, et son rapport aux sciences, il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits en réalité, et donc c'est pas une question tout à fait vierge. Il y a, comme je le disais, une longue tradition d'opposition entre science et imagination, et ça, on la trouve surtout développée dans ce qu'on appelle le positivisme. Le positivisme, depuis ses origines, depuis Francis Bacon, et ensuite, notamment avec Auguste Comte, va s'ingénier à opposer l'imagination et la science. Et va expliquer que l'imagination, c'est le grand danger de la science. C'est ce qu'il faut fuir absolument. Que le scientifique est celui qui ne se laisse pas entraîner par l'imagination, celui qui ne se laisse pas séduire par l'imagination. Bien entendu, dans cette conception de la science, il y a d'un côté les forces séductrices qui sont dangereuses, qui sont celles qui aspirent vers, ou qui tirent les pensées des individus vers la superstition, et puis de l'autre côté, il y a les forces claires, les forces vigoureuses de la rationalité qui doivent être les seuls à qui on laisse, les seuls qu'on laisse s'exprimer. Et donc, je suis parti de ce point de vue-là, de cette opposition qui est très marquée, très caractéristique, notamment chez ces deux auteurs que j'ai cités, mais qu'on retrouve aussi dans tout le courant des Lumières. Et donc, je suis parti de cette opposition pour l'interroger, comme je le disais à l'instant, à partir de mon expérience qui allait tout à fait dans le sens inverse, en fait. C'est-à-dire que tous les scientifiques, je pense, font l'expérience du rôle que peut avoir la rêverie, l'imagination sur ce qu'ils font, sur les objets qu'ils manipulent, sur les objets qu'ils imaginent aussi. Moi j'étais un biologiste, donc je travaillais sur des cellules et j'imaginais en permanence ce qu'il y avait dans une cellule, ce qu'est une cellule. Qu'est-ce qu'il y a? Un noyau, et dans ce noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'ADN, et de l'ADN, qu'est-ce que c'est? Comment il se comporte dans ce noyau? Qu'est-ce qui est dans son environnement? Qu'est-ce qui se passe à proximité de cet ADN? Qu'est-ce qui fait qu'il devient une autre, qu'il change sa forme au cours du temps, etc. Toutes ces questions, elles sont en fait des questions auxquelles on répond en permanence par l'imagination. Et ça a un effet très concret, puisque non seulement on se représente les objets qu'on manipule, mais aussi on va les manipuler en fonction des représentations qu'on en a. Si on s'imagine que la cellule a tel comportement, que le noyau est dans tel état, eh bien on va traiter les cellules en question en fonction de cette imagination, et selon que l'imagination sera juste ou moins juste, eh bien on les traitera bien ou moins bien. Donc c'est une imagination qui est concrètement impliquée dans le travail qu'on fait tous les jours, et évidemment a fortiori dans le travail
peut-être plus rare, mais aussi beaucoup plus important du point de vue de la création scientifique, le travail de mise à jour de nouvelles théories ou de nouvelles conceptions sur le problème dont on s'occupe. Donc par exemple, moi je m'intéressais au fonctionnement d'un rétrovirus dans ces cellules. J'avais à imaginer la manière dont des rétrovirus rentraient dans les cellules, dont ils interagissaient avec ces cellules et dont ils ressortaient ensuite de la cellule avec les péripéties qui pouvaient se produire dans ce milieu qu'on ne peut en fait pratiquement, dont on ne peut avoir de représentation autrement que donc en les imaginant. Mais il y avait un certain nombre d'énigmes sur ce comportement, et la solution de ces énigmes, évidemment, c'était aussi l'imagination qui me les donnait au fur et à mesure. Et donc les hypothèses que nous avons testées, je dis nous parce que c'était un travail d'équipe, eh bien c'était aussi le résultat de ce travail d'imagination. Donc à partir de là, et donc dans le travail de réflexion sur ce que j'avais fait pendant ma thèse, j'ai essayé de réhabiliter, si on peut dire, le rôle de l'imagination dans la science, de montrer que c'est un rôle tout à fait fondamental, tout à fait créateur et tout à fait essentiel, que si on enlève l'imagination, alors on enlève en fait la création scientifique. Que donc les deux ne s'opposent pas comme on a tendance à le faire, et comme je disais, comme surtout un courant de l'interprétation des sciences a tendance à le faire, mais qu'au contraire, ils communiquent entre eux une sorte de secrète connivence. Et cette secrète connivence, elle vaut bien entendu aussi pour les activités que là encore on oppose souvent, de l'artiste et du scientifique. Souvent on considère que l'artiste est aux prises avec sa seule fantaisie et qu'il n'a pas du tout les contraintes que le scientifique connaît, et que le scientifique au contraire vit dans un monde qui est dénué de toute fantaisie. Et bien si on s'approche de ce qu'est l'état concret de la pensée du scientifique, on n'a plus du tout cette idée-là. Au contraire, on a l'idée que chez le scientifique comme chez l'artiste, il y a des contraintes et il y a aussi le seul élément qui permet finalement de modifier ces contraintes, de les réagencer d'une nouvelle façon, qui est donc l'imagination. Alors le rôle de l'imagination dans les sciences, de ce point de vue, il est tout à fait premier, et on peut s'en apercevoir aussi. L'une des manières peut-être de réaliser ça, c'est de s'interroger sur ce qu'est ce qu'on appelle la science-fiction. Dans la science-fiction, on a la rencontre de la fiction d'un côté, et donc le domaine de l'imagination, et la science de l'autre côté. J'ai parlé de la science concrète telle qu'elle se fait à l'instant, mais dans la science-fiction, c'est plutôt la science telle qu'elle pourrait avoir des effets dans le futur. C'est des effets qui sont souvent imaginaires. Alors là, ça dépend beaucoup des auteurs. Pour certains auteurs, c'est tout à fait fantaisiste. Pour d'autres, au contraire, ils cherchent à se tenir très près de ce qui pourrait effectivement être réalisé. Mais en tout cas, dans les deux cas, ce qui me paraît intéressant, c'est le fait que dans ce type d'activité, eh bien, le lien entre ce qui relève de la rationalité et ce qui relève de la spéculation imaginative, appelons-la comme ça, eh bien, est estompé. Enfin, le lien est très marqué et la barrière entre les deux est estompée. Pour conclure la question donc de l'imagination et de la science, on la retrouve dans beaucoup d'aspects de la réflexion sur les sciences contemporaines, sur ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie a besoin de délimiter les domaines d'activité ou les contributions de ce qui relève de l'imagination d'un côté, de ce qui relève de la rationalité de l'autre. Et donc, en m'intéressant à ce thème, j'abordais une question épistémologique fondamentale et aussi philosophique, parce que
toute épistémologie débouche sur la philosophie, et je le faisais en essayant de m'appuyer donc sur ce que les scientifiques souvent ne disent pas de ce qu'ils font. Parce que ça n'est pas ce qui va figurer dans un article scientifique, bien sûr. Dans un article scientifique, on ne met que les résultats dans ce qu'ils peuvent avoir de rationnel, ce qu'ils peuvent avoir d'utile pour d'autres. Et tout l'aspect imaginatif va être estompé. Mais le scientifique sait bien, lui, que dans la manière dont sa théorie, dans la manière dont ce qu'il présente dans son article s'est présenté concrètement à lui, eh bien la part donc de l'imagination était tout à fait importante. Donc même s'il n'en parle pas, elle est néanmoins présente. Voilà, c'est ça que j'ai voulu présenter et travailler dans ce texte donc, qui s'appelle L'art d'aimer la science. Et alors le sous-titre d'ailleurs, peut-être on peut finir sur le sous-titre, c'est Introduction à la psychologie de l'esprit scientifique. Donc je parle dans ce livre de ce qui relève de psychologie et en même temps de ce qui relève de la science.